Bon, aujourd'hui, c'est un petit cours de marketing que je vous fais là. Ça va vous servir dans la vie de tous les jours, mais bien sûr, on va se servir de livres pour ça. Fait que là, une des choses que j'ai remarqué là, très souvent, c'est qu'on dit Ah, faut pas juger un livre par sa couverture, faut pas juger. Ouais, ben fuck you, tu le juges tout le temps par son descriptif qui est comme fait partie de la couverture. Yeah, ça c'est quoi, hein? C'est pas la couverture? Ça, je pensais. Mais on a raison de juger les livres par leur couverture, leur descriptif, leur maison d'édition, leur auteur. T'es pas pour le lire en entier avant de savoir si tu veux le lire. C'est un peu paradoxal, right? Puis comment est-ce que certains excellents livres vont passer complètement inaperçus à cause que leur descriptif il est juste mauvais. Genre, il est pas intéressant. Puis ça fait que ça donne pas envie de le lire. Puis des fois, il y a d'autres livres qui, eux autres, ont un descriptif écœurant, mais que c'est mauvais. Fait que là, j'ai choisi une belle petite sélection de 4 genres différents. Fait qu'on va avoir roman policier, roman amoureux, ou plutôt, disons-le, roman érotique, science-fiction, extraterrestre, oui, c'est un science-fiction, et fantasy. Donc là, on va pas aller dans les micro-détails d'enculage de mouche, là, qui c'est la high fantasy versus c'est la comme fantasy classique, c'est comme fuck you, là, ok? On va pas aller jusque-là. Commençons ça tout de suite par un exemple que je trouve qui est un peu semi-croquante, là, on va se le dire, pour la fantaisie. Donc, vous allez écouter ma belle voix, puis vous allez voir que... En tout cas, vous allez voir. Le spectre de la guerre civile a étendu son ombre glaciale sur le royaume d'Ebitar. Le mariage qui devait sceller l'union entre les puissants duchés de Kurg et de Kentigern a versé dans l'horreur lorsque la jeune Brienne de Kentigern a été retrouvée assassinée. Au lendemain du banquet de noces, dans le lit de Tavis de Kirk. Ce dernier a beau clamer son innocence, toutes les apparences sont contre lui. Mais Grinsa, le glaneur qui a autrefois supervisé la révélation de Tavis et qui sait que le destin d'un jeune homme n'est pas celui d'un assassin, le croit. Lui seul sent que la guerre imminente fait partie d'un plan encore plus ambitieux. Donc là, ok, on va se le dire, là, c'est un peu tiède. C'est un peu tiède comme descriptif parce que c'est vague. Je vais vous faire un comparatif avec mon deuxième livre, puis vous allez comprendre pourquoi. Deux auteurs différents, même maison d'édition. Les Vives-Nefs sont des vaisseaux magiques liés à la famille qui les possède par des liens empathiques. Ces navires sont insaisissables. Ils bravent les tempêtes, évitent les récifs, distancent les monstres marins, sèment les pirates et sont surtout l'objet de toutes les convoitises. Vivacia est la Vive-Nef de la famille Vestri. Le capitaine Ephron Vestri est mourant et parmi les siens, chacun ourdit complot et traîtrise pour s'approprier son vaisseau. Car l'héritage d'une Vive-Nef ne se transmet pas comme un legs normal. Et ce, tandis que d'autres dangers se profilent à l'horizon. Les serpents de mer qui infestent les océans se regroupent et un ambitieux pirate aspire à unir ses pairs sous un seul pavillon, le sien. Donc là, ok, c'est quoi la différence ici? Mais dans un premier temps, ok, le premier descriptif est peu évocateur. Quand on parle de fantaisie, si on fait juste nous lancer des noms de royaumes, de personnages et d'événements, c'est vraiment pas suffisant. Parce que faut connaître son lectorat, il faut connaître son audience. Un lecteur de fantaisie, ce qu'il recherche, c'est un nouvel univers qui va l'exalter d'une nouvelle façon qu'il n'a jamais connue. Donc ça, on voit que le premier livre manque cruellement à cette tâche-là. Il nous lance des noms imprononçables, de un. Il nous indique pas exactement qu'est-ce qu'il y a de fantaisiste à part le fait que ce soit un contexte médiéval, right? Tandis que le deuxième, c'est comme un... D'emblée, il nous le dit, là. Pourquoi est-ce que tu lirais ce livre-là? Parce que il y a des vaisseaux magiques qui sont liés empathiquement à leur capitaine. Ok, déjà, ça, c'est cool as fuck. Ok, de la fantaisie de pirate, on n'en voit pas tant que ça. Puis, là, il te lance quelques petits noms. Les Vives-Nefs, c'est bien ce coup-ci qu'il te lance un espèce de nom fictif. Pourquoi? Parce que il l'explique immédiatement après. Il dit un Vive-Nef. Ah, qu'est-ce que c'est ça, un Vive-Nef, sacrément? Ah, c'est un vaisseau qui est ton ami. Fait que c'est ChatGPT le vaisseau. Fait que... c'est bon que je suis drôle. Puis c'est ça. Puis là, après ça, là, il embarque dans les noms de famille qu'on s'en calisse un petit peu. Mais il nous dit c'est des pirates. C'est des pirates, puis il y a des complots. Puis ils veulent se voler les vaisseaux de leur capitaine mourant. Fait que là, tu sais, il y a comme plus d'intrigue. Il y a plus de substance dans la soupe. Fait que là, si on part après ça sur une autre comparaison avec les science-fiction, ici, on a un premier livre et un deuxième livre. Okay? On a Jérôme Terence Wister,
Babe Corleone dit qu'elle l'aime comme un fils. Et on peut la croire. Dans son métier, on sait ce que c'est l'amour. Que dirait-elle si elle apprenait que ce fils est un extraterrestre et qu'il a laissé au pays sa dulcinée, la comtesse la comtesse Crack. Il y en a beaucoup ici, des comtesses Crack. Oh, la situation ne serait pas simple. Quant à la comtesse, que dirait-elle en apprenant que son bien-aimé a établi son quartier général dans un établissement un peu spécial? Certes, l'affaire serait des plus étranges. Et le vaisseau spatial qui amène la jeune Voltarienne sur Terre n'a certainement pas fait le voyage par hasard. Pauvre Jérôme, pauvre Jethro. Il ne pense qu'à son carburateur miracle qui pourrait sauver la Terre de la catastrophe écologique. Il n'a qu'un désir, remplir sa mission. Se doute-t-il que son fidèle Sultan Gris, dans l'ombre, a tendu le piège qui doit la faire échouer? Donc là, ok. Donc là, je trouve... Ça, on le voit tout de suite, là. C'est confus pas mal. Ensuite de ça, on a notre deuxième livre. Ralph est-il un comédien venu du futur nous alerter des dangers auxquels nous exposons nos descendants en persistant à polluer notre planète comme il le prétend? Ou bien un allumé sorti de nulle part décidé à faire carrière dans le show business en adoptant une gimmick douteuse? Qu'importe, Texas Jimmy Balaban n'est pas un homme à se poser des questions métaphysiques. Tant que son poulain assure le prime time, tout roule. Mais pour Dexter Lampkin, l'auteur de science-fiction chargé d'écrire les textes du monde selon Ralph, et Amanda Robin, son coach New Age, les choses ne sont pas aussi simples. Et si... Fait que là, c'est quoi ici, là, la dualité en nos deux beaux petits livres? Ben, dans un premier temps, lui, okay, le descriptif est écœuramment mauvais, ça n'a pas de crise d'allure. Déjà, on commence par Jérôme Terrence Wister. Point d'interrogation. Babe Corleone. Fait que là, déjà, tu nous introduis un personnage, puis là, tu nous en introduis un deuxième. On sait même pas de qui qu'on parle. C'est-tu une gardienne d'enfant? C'est-tu une prostituée? On le sait pas. On le sait pas. Puis là, après ça... ok, bon. Là, après ça, on apprend que Jérôme est un extraterrestre. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer là-dedans. On sait même pas comme pourquoi est-ce qu'on devrait care about ce monde-là. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ce livre-là. C'est un gros échec, je trouve. Ensuite de ça, pour le deuxième livre, là, on a vraiment une entrée en matière beaucoup plus forte. Ralph est-il un comédien venu du futur nous alerter sur les dangers auxquels nous exposons nos descendants en persistant à polluer notre terre comme il le prétend. Fait que là, ok, ça c'est une grosse phrase quand même, 3 lignes et un tiers. Ok, fait que là, on sait Ralph est le personnage principal. Ça parle de voyage dans le temps, puis de catastrophe écologique. Fait que là, si vous êtes un petit écho anxieux, ben vous allez triper bien raide. Si vous êtes une espèce de fucking paranoïaque du voyage dans le temps pis des paradoxes, là, le genre de dude qui faisait rien comme aller à ses cours de physique pis genre se pogner de cul pour le reste de son cégep. Mais là, vous allez triper bien raide. Puis là, il y a comme, il y a de la manipulation avec Texas Jimmy Balaban. Tu vois que c'est vraiment dans le bombastic. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est américain, ça n'a pas le choix. Fait que... T'sais, avec un descriptif pareil, tu t'attends à ce que le livre il y ait beaucoup de surprises. Les personnages ici, ils sont bien introduits parce que déjà on a leur nom, comme dans les autres livres, mais on a aussi leur rôle, surtout, et un petit aperçu de leur personnalité. Ce descriptif-là est beaucoup plus solide. Ensuite de ça, je vais vous prendre un exemple de livre policier. Je reviens. Fait que là, on en a un premier ici que j'ai pris au hasard là, dans les livres romans policiers qui n'était pas un Agatha Christie. Ah, non, j'en ai ici. Ok. Fait que là, ici, on a l'inspecteur avait passé un quart d'heure assez désagréable après l'évanouissement de Bessie Emmett. Il avait fallu envoyer chercher du secours par la jeune personne chargée de tenir la boutique. Sa mère était accourue. Cette énorme femme qui passait difficilement la porte et auquel son embonpoint interdisait de se pencher sur Bessie, inanimée. Dut s'agenouiller, et elle y parvint, par degrés, comme un scaphandre descendant en eau profonde. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» demanda Mrs. Bindfast, ayant terminé sa génuflexion, et le regard dont elle accompagnait sa question fit passer un frisson dans le dos de l'inspecteur. « Je suis de la police, et je l'ai interrogé sur la mort de M. Bellis. Vraiment? » Fait que là, c'est clairement un extrait de texte, là. Ouais, pas trop winner. Ici, on a un autre livre. Donc ici, très court descriptif. L'inspecteur... What the fuck? L'inspecteur Dieu soit loué. Ah, Dieu soit loué. Ok, c'est en créole. Pardon. L'inspecteur Dieu soit loué, Azemar, mène une lutte sans merci contre la corruption en Haïti. La transformation de son adjoint, l'agent Colin, en porc, lui fait comprendre qu'il vit une véritable saison d'enfer. À la fois fable, histoire et enquête policière,
le livre, est une plongée dans le monde loufoque et tragique du vaudou, de la superstition et de la politicaillerie haïtienne. Fait que là, ici, on a vraiment un livre qui est déjà très paresseux. C'est l'éditeur qui l'a fait, le descriptif carrément. J'imagine que c'est tout le temps ça, mais lui, c'est comme ça paraît, c'est gros comme le nez en face. Là, on a l'inspecteur. Donc, il n'y a même pas de nom. Le personnage principal, à ce que je comprends, n'a même pas de nom. Genre, ok. Donc là, puis là, après ça, on nous nomme Bessie Emma. Donc, tu sais, c'est comme si l'histoire classique de oh, il y a un crime qui s'est passé, il y a une victime qui est tombée victime dans des conditions douteuses. Puis là, le monde, ils sont pas contents. Puis ils se posent des questions sur pourquoi est-ce que. C'est ça, genre, un livre policier, c'est ça avant tout. Là, tout ce que ça fait, tout ce que ça nous dit, là, c'est voici un livre policier. Lisez-le, s'il vous plaît, on a besoin d'argent. Tandis que ce livre-là, ici, ben, on a déjà un personnage qui a un nom cool, Just Walway, Azemar. Puis là, on a des enjeux, qui est la corruption en Haïti, puis déjà, on voit comme les péripéties se dessiner un petit peu. Là, il y a le mystère de la transformation des policiers en porc, ou peut-être des gens en porc en général. Là, tu vas me dire, ok, ouais, c'est pas tant, c'est pas vraiment du roman policier parce que c'est comme c'est un peu de la fantaisie, fuck you, de un. De deux, on l'a vu avec Serpent and the Rainbow. Il y a une certaine place au mystique dans les livres de romans policiers. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de lecteurs qui, eux autres, ils veulent avoir juste une intrigue policière. Puis qu'est-ce qui les titille, eux autres? Ben, c'est l'intrigue, justement. Puis admettons qu'on prend du true crime, là. Qu'est-ce qui va vous intéresser? Ah, cette personne a tué 5 autres personnes. Écoutez un documentaire de 45 minutes là-dessus. Non, c'est comme fuck you, man. C'est genre. Hey, cette personne-là, man, il faisait du jello qui rendait le monde aveugle parce qu'il mettait de. Je sais pas, man, de la baboche fermentée dedans. Puis qu'après ça, il kidnappait, puis il faisait du macramé avec leur peau. C'est genre, ok, là, tu viens de piquer mon. Ok, non mais. En tout cas, donc c'est ça la recette secrète. Ok, prochain. Là, on a 2 livres érotiques. Je vais commencer par lui. Il est en anglais, fait que je vais vous le traduire au fur et à mesure. Voici Sugar, une fille de 19 ans, prostituée au 19e siècle de Londres, qui aspire à échapper vers une vie meilleure. Depuis le bordel de la terrifiante Mrs. Castaway, elle commence son ascension sociale en rencontrant une panoplie de personnages adorables, affolants et inoubliables. Elle commence avec William Rackham, un mania égoïste du parfum dont l'empire carbure à sa luxure pour Sugar. Sa femme déchaînée, enfantine, Agnès, et sa fille mystérieuse, Sophie, cachée de tous les yeux, ainsi que son frère pieux, Henri. Toute cette intrigue se déroule devant les yeux des socialites, des journalistes alcooliques et des savants indignes de confiance, des voyous vils et des prostituées de toutes les couleurs. Débordant de vie, ce livre est un roman gros, juteux et un must-read qui est extraordinairement riche et poignant jusqu'à la dernière page. Ensuite, on a un deuxième livre. Dans la chaleur suffocante du bush australien, perdu au milieu de nulle part, un couple sombre peu à peu dans l'angoisse et la paranoïa. Un roman noir oppressant et diaboliquement érotique. Particulier cherche jeune couple pour tenir sa propriété dans le bush. Pour Cassie et Graham, l'offre d'emploi de Larry Drake est une belle opportunité. Vivre l'aventure jusqu'au bout du monde. Mais les 2 jeunes gens ne s'attendaient certainement pas à ça. Isolés sans téléphone ni radio, ils doivent composer avec de bien étranges employeurs. Larry, énigmatique et distant, crée une tension rapidement insupportable entre lui et Graham. Mara, sa femme de santé mentale fragile, vit recluse, nue et bourrée de calmants. Très vite, Cassie s'interroge. D'où vient cette impression d'être constamment observée? Cette torpeur permanente qui les accable, Graham et elle. Et qu'est-il arrivé à leurs prédécesseurs? Ce livre, dans la moiteur de l'été brûlant, l'immensité du désert, peut devenir une prison mortelle. Donc là, vous allez me dire, les descriptifs font de l'air tous les deux pas pire. Bon, ok. L'affaire, c'est que, avec les livres érotiques, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est un livre érotique. C'est pas mal ça, la seule différence. Non, c'est pas vrai. Il y a comme l'intrigue est très importante aussi. Mais c'est quand même l'élément principal à mentionner. Pourquoi? Parce que les lectrices, on va se dire lectrices, de romans électriques, oui. De romans érotiques, c'est ça qu'ils cherchent avant toute chose. Fait que genre, dans la première ligne du descriptif, là, tu te dis, hey,
on baise ici. Fait que ça a été bien accompli par le deuxième livre. Le premier livre, par contre, lui, ok, il va un peu trop dans la subtilité. Il est écœurant pour se vendre, mais il va peut-être plus aller chercher les gens qui sont en quête de drame. Hein? Puis c'est pas suffisant de dire que la petite Sugar de 19 ans est une prostituée. Ok, parce que moi, personnellement, je l'ai acheté, puis je l'ai aimé. Je l'ai acheté parce que je pensais que ça allait être comme une espèce de drame social où je que, oh man, elle voit un peu comme la vie devant soi, là, mais avec moins de marde puis moins de grand-mère. Puis qu'elle fait juste comme essayer de comme devenir une personne correcte et propre. J'ai peut-être été naïf. Ça m'a surpris, puis j'ai manqué à arrêter de le lire, mais je me suis dit non, je vais passer au travers. Puis j'ai bien fait, man. C'est un beau gros livre. On aime ça, hein, quand même. Hein? Vous aimez ça, mesdames, quand même, les livres, livres érotiques girthy, hein, qui ont beaucoup de pages. Tabarnak! Hey, combien de manières qu'on peut décrire un pénis là-dedans? Fait que, mesdames, dans les commentaires, dites-moi comment vous trouvez mon corps. Ouais, fait que, c'est ça. Tout ça pour dire qu'il faut savoir bien vendre sa salade. Non seulement comment, mais aussi à qui. Donc, un écrivain de science-fiction va pas faire un descriptif à la roman policier ou la même chose qu'un roman érotique. Quand vous vous adressez à quelqu'un, essayez de vous mettre un peu à sa place. Quel genre de personne que c'est, pourquoi est-ce que vous le rencontrez, qu'est-ce que vous essayez d'y vendre. Et voilà. C'était mon conseil de l'esthète. Lisez sur le bol, lisez dans votre lit. Respectez toujours la beauté, la clarté et la substance.